Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver. Vous regardez For You Matin sur For You Media Africa. Alors, la Russie a annoncé, c'est en mi-janvier, un don, du moins en ce moment, un don de 30 000 tonnes de gasoil à la République centrafricaine. Une information révélée lors de la visite d'État du président Faustin Archange Touadéra du côté de Moscou. On se souvient, il y a seulement quelques jours, c'était une visite de 3 jours où le président Touadéra s'est rendu du côté de la Russie dans le cadre d'une visite officielle. Eh bien, cependant, la situation qui entoure la cargaison de ces 30 000 tonnes de gasoil soulève bien sûr des questions. Actuellement, selon les informations, le navire transportant cet hydrocarbure est bloqué du côté du Cameroun, précisément au port de Douala. Ce blocage est une source d'inquiétude pour les autorités centrafricaines qui espèrent recevoir ce don crucial, ce don important qui va bien sûr soutenir le pays. Les justifications, alors, selon Albert Mokpeme Yaloke, qui est le porte-parole de la présidence centrafricaine, les autorités camerounaises justifient ce blocage par les sanctions américaines et européennes imposées à la Fédération de Russie. Ces sanctions compliquent alors la situation pour les pays qui pourraient bénéficier de l'assistance russe en limitant la capacité d'importation mais aussi de distribution de produits énergétiques. Alors, voilà, mesdames et messieurs, pour le thème principal, nous allons analyser, commenter lorsqu'on sait que ce don de la Russie représente un soutien important pour la République centrafricaine. Comment, voilà, analyser la posture des autorités, bien sûr, camerounaises qui se sont alignées à ces sanctions internationales. Comment, justement, contourner ces différentes sanctions pour que nos États, les pays africains, non seulement ne soient pas victimes de ces, entre guillemets, comme le qualifient certains acteurs, de ces chantages, ou alors, et justement, que nos États puissent imposer, ou alors, oui, manifester véritablement leur souveraineté, tant dans les actes, mais aussi, bien sûr, dans les décisions. Voilà, mesdames et messieurs, le thème principal de ce matin. Merci de nous retrouver. C'est un nouveau jour qui se lève sur For You Media Africa. C'est toujours un plaisir, chers téléspectateurs, de vous avoir tous les matins. Alors, on va commencer par présenter le panel. Hein. On rappelle qu'on aura une thématique d'accueil, comme d'habitude, mais avant, on va présenter le panel ce matin. Du moins, celui qui est déjà à nos côtés, parce que nous attendons le Dr Yam qui va nous retrouver dans quelques minutes, on l'espère. Monsieur Aïssi, sur ce plateau de For You Matin. Bonjour. Bonjour Madame Sikim, je dis bonjour aux techniciens. Je salue le Thomas Nadjeben. Je n'oublie pas la dynamique panafricaniste d'ici et d'ailleurs. Je n'oublie pas celle-là qui se bat du côté de la Nouvelle-Calédonie. Vous savez que de ce côté-là, la France a choisi, n'est-ce pas, la politique de colonies de peuplement. En tout cas dans les territoires outre-mer français. Ouais. Leur combat est le nôtre. Je n'oublie pas ceux de Haïti, où il nous revient que désormais le gouvernement kenyan a décidé de renforcer le dispositif initialement engagé de ce côté-là parce que c'est pas du tout d'ol sur le terrain. Et je ne sais pas pourquoi c'est en Afrique qu'on va chercher, n'est-ce pas, les agents qui vont assurer le service après-vente de ce que les États-Unis et la France ont, n'est-ce pas, perpétré là-bas comme crime. Quand je l'ai dit, je voudrais, comme à mon habitude, entrer par un coup de gueule. C'est une lettre rouge, Madame Siké. C'est important de prendre cela au sérieux. Alors, il y a des projets, n'est-ce pas, de musulmans de ce média, du groupe For You Media. Il y a des projets de musulmans de ce média qui se préparent dans les officines à l'initiative du bloc atlantiste et occidental.
Et ils ont des relais locaux. Oui. Au même titre que certains panélistes sont dans ce même projet de musellement, si ce n'est carrément d'élimination physique. C'est important ce qu'il dit là. Non seulement dans la perspective de la campagne électorale, de l'élection présidentielle qui arrive, le PDG de ces médias, de ce groupe média, les médias est en ligne de mire. C'est important également, c'est très sérieux, c'est très important ce qu'il dit là. Nous prenons donc en témoin la dynamique panafricaniste de se mobiliser, qu'elle doit se mobiliser. Nous avons un média engagé également dans cette lutte qui a été muselé pour des noms, pour des raisons fallacieuses que vous savez. Donc le même projet, même pire, n'est-ce pas, est prévu pour For You. Déjà, ils ont commencé à nous faire la guerre sur les différentes plateformes. Oui. Quelquefois en supprimant carrément les programmes, oui, ou en réduisant le nombre de vues. Oui, jusqu'à présent, nous sommes sanctionnés à ce niveau. Oui. Donc, ils estiment que nous les dérangeons un peu trop. Et il faut absolument nous dégager de leur chemin. Dans tous les cas, les Africains d'ici et d'ailleurs sont informés qu'il y a donc ce projet-là et nous avons besoin de leur soutien. Merci pour l'invitation. Merci à vous, Albert Anatole. Ici, merci pour cette sonnette d'alarme, on va dire, alerte rouge. Merci pour ces informations. Effectivement, c'est le combat, voilà, panafricain que nous avons choisi de mener depuis plusieurs années. Et voilà. En tout cas, il faut également noter que Madame Siké, oui, autant vous donner des coups, autant vous devez en attendre, voilà, de recevoir. Bien sûr, bien sûr. Merci à vous, Albert Anatole ici. Et c'était le coup de gueule ou alors l'alerte rouge de notre panéliste sur le plateau. Merci à vous, mesdames et messieurs. On espère que vous êtes bien installés. On va commencer notre débat de ce matin, bien sûr, avec vous, en attendant le second invité. Alors, le sujet d'accueil, nous allons aller du côté des États-Unis. C'est vrai que c'est une affaire, on parlerait d'une affaire de mœurs, mais bon, alors je pense que la plupart, on a vu cette vidéo, cette information, bien sûr, du côté des États-Unis. Le président Donald Trump qui a été interpellé alors qu'il était justement il était présent lors d'une messe, durant un culte. Et de ce côté-là, l'évêque a interpellé le nouveau président américain en lui demandant d'accorder la miséricorde à certaines personnes. C'est vrai que l'évêque a parlé des migrants, entre autres, des sans-papiers, mais l'évêque également est revenu sur la situation des LGBT. On connaît la politique du président américain Donald Trump sur ceux-là qui font ce type de pratique. Alors, le président, lui, de son côté, a réclamé des excuses. Je vous propose ce petit extrait qui va nous permettre de planter et de comprendre, bien sûr, mieux la situation avant de revenir pour le commentaire sur le plateau. Vous avez trouvé ça bien? Pas trop, hein? Je n'ai pas trouvé que c'était un bon service religieux. J'ai trouvé qu'il pouvait faire bien mieux. Des millions de personnes ont placé leur confiance en vous. Et comme vous l'avez dit hier à la Nation, vous avez senti la main providentielle d'un Dieu aimant. Au nom de notre Dieu, je vous demande d'avoir de la miséricorde pour les habitants de notre pays qui sont effrayés en ce moment. Il y a des enfants gays, lesbiennes, transgenres, de familles démocrates, républicaines ou indépendantes, dont certains craignent pour leur vie. Voilà, merci à vous. Merci à la réalisation pour cet extrait. On comprend en tout cas cette demande ou alors cet appel afin que le président Donald Trump change certainement sa politique en ce qui concerne cette catégorie, comme ça je vais le dire, de personnes aux États-Unis. Mais ce qui nous intéresse effectivement, ce sont les impacts, les conséquences lorsqu'on sait que ces pays justement impactent
malheureusement, pour le moment, beaucoup les États, les mœurs, les valeurs, notre culture, justement, les États africains. Aujourd'hui, la politique de M. Donald Trump, est-ce qu'il va céder, qu'attendre? Que comprendre derrière cet évêque également, parce que lorsqu'on voit l'évêque, on pense effectivement à l'Église, bien sûr, catholique, qui est implantée dans tout le monde, en Afrique surtout. Alors, on va simplement permettre à nos invités de commenter. Monsieur Haïssi. Madame Siké, il faut déjà noter, oui, pour le préciser, que lors de sa campagne électorale, oui, M. Trump n'a pas caché ses projets de lutter contre le wokisme et l'immigration illégale. Tout à fait. Donc, ça fait partie des promesses de campagne. Oui. Et vous vous souvenez également que, au moment, quelques minutes après son investiture, il a signé une série de décrets. Oui. Et parmi ces décrets, il y a un qui désormais redéfinit justement la politique officielle des États-Unis, du moins de son gouvernement, en ce qui concerne la dénomination désormais officielle. C'est-à-dire, il n'y aura plus des affaires, des genres, d'identité, blablabla. Non, désormais, il est reconnu officiellement aux États-Unis l'identité masculine et féminine. Ça veut donc dire que désormais, on va pouvoir nous dire qu'il y a des programmes d'identité, des programmes qui font justement la promotion du wokisme. Parce que lui, en tant que chrétien, pratiquant, et selon ses convictions personnelles, il pense qu'une famille, c'est un homme et une femme. Oui. Pas papa A, maman, papa B, ou bien maman A, maman B. Avec un enfant qui est adopté, pour lui donner on ne sait quelle éducation. Le second décret qu'il a signé porte effectivement sur l'immigration illégale, notamment à la frontière avec le Mexique. Oui. Je pense qu'il a même déclaré qu'il n'est pas exclu qu'il envoie l'armée, justement, sécuriser de ce côté-là, pour légitimement lutter contre l'immigration illégale, parce que pour lui, il estime que l'immigration illégale est source d'insécurité, à la fois du point de vue social et du point de vue de la préservation des emplois créés, parce que n'oubliez pas que la plupart des présidents américains sont des protectionnistes. Tout à fait. Maintenant, revenons à cette curieuse homélie, à cette prêche de l'évêque en jupon, qui demande la miséricorde. Je crois que j'ai le sentiment qu'il y a une manipulation dans son propos. Expliquez-nous. La miséricorde, déjà, dans le Lévitique, je crois le chapitre 18, il est proscrit les relations entre les personnes de même sexe. C'est proscrit dans la Bible, sur laquelle elle se tient pour délivrer son message, proscrit. Il bien proscrit des relations sexuelles entre des personnes de même sexe. Alors, si déjà, en tant que prélat, puisqu'elle est évêque, elle décide de dévoyer la parole, elle décide la parole sainte qu'elle explique, qu'elle prêche tous les dimanches à ses ouailles, ça veut dire là maintenant, elle va en contradiction et à contre-courant de la Bible, qui est présentée là-bas comme étant la parole de Dieu. Donc, en fait, elle se tient sur la chair pour délivrer un message politique. C'est ça qu'il est question. C'est-à-dire ce message intervient après la signature de ces séries de décrets que j'ai énoncés, et qui désormais aura pour conséquence de supprimer tous les programmes pro-LGBTQI+, aux États-Unis. Alors, la miséricorde ne peut pas intervenir dans le sens que vous, délibérément,
vous violez, n'est-ce pas, la parole de Dieu, les préceptes bibliques qui proscrivent, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Dans son message, il dit qu'il y a, vous avez les enfants qui sont... Mais il y a des enfants, elle le dit, les enfants qui naissent, entre autres, un enfant lesbiennes. Un enfant ne naît pas gay. Ça, il faut éviter également la manipulation. Un enfant ne naît ni gay, ni lesbienne. C'est archi faux. Je crois que dans les années 90, l'Organisation mondiale de la santé indiquait clairement que avoir des penchants homosexuels était une maladie. C'est avec l'arrivée justement des lobbies gays aux États-Unis que ce n'est plus devenu, et qui essentiellement finance l'OMS. Il y a eu une déclinaison qui désormais reconnaît que un enfant peut naître, votre enfant de 4 ans ou 5 ans à la maison peut avoir des penchants homosexuels. Vous avez entendu ça comment? C'est ce que l'enfant voit, qu'il fait. Est-ce que les mêmes gens vont vous dire que un enfant de 4-5 ans, non seulement à la maturité sexuelle, peut faire un choix, n'est-ce pas, de vie, un enfant de 4-5 ans, chez eux. C'est-à-dire une société de pédophiles. C'est absolument faux de déclarer de manière péremptoire qu'il y a les enfants gays, homosexuels, tout comme ça. Non, c'est faux. Mais si vous avez choisi d'être papa A, papa B, maman A, maman B, enfermez-vous, faites vos enfants. C'est aussi simple que ça. Que d'aller adopter les enfants faits par des couples, des personnes normales, à qui vous allez inculquer une éducation homosexuelle. Donc il n'y a pas d'enfants qui ont des prédispositions comme ça. Nous savons que dans le contexte, dans certains contextes, dans certains environnements, il y a des enfants qui peuvent être féminins, mais ça ne fait pas d'eux. Dans les cours de récréation, on avait des camarades qui étaient féminins, ils les appelaient mademoiselles. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils avaient des prédispositions homosexuelles. Je n'ai pas des garçons. Oui, bien sûr, je comprends. Tout comme vous avez des filles qui ont beaucoup de testostérone, mais qui se comportent comme des garçons, ça ne veut pas pour autant dire que ces filles-là ont j'ai envie de dire, des prédispositions lesbiennes. Donc, la miséricorde ne peut pas intervenir. La miséricorde, c'est le pardon pour être pressé. Le pardon. Oui. Le pardon, pourquoi? Qui a fait quoi à qui? Mais l'autre interrogation, monsieur Haïssi, on le disait tout à l'heure, venant de l'Église justement catholique qui a une forte représentation dans le monde, parce qu'il faut rappeler, c'est les États africains qui nous intéressent effectivement. Lorsque l'évêque se place justement en plein culte, en pleine messe et délivre ce message, est-ce que ça veut dire, et puis on le sait, il y a encore quelques semaines, c'est au niveau du Vatican, c'est le pape qui l'annonçait d'ailleurs que les prêtres, les personnes qui sont homosexuelles peuvent aussi être justement prêtres à condition justement de se cacher, du moins il y a quelques petites conditions, mais ce n'est plus fermé. Les mariages également homosexuels, vous vous souvenez, il y a eu ce débat également, cette autre sortie venant du Vatican où il était question que oui, les mariages peuvent être célébrés même si c'est hors, je crois qu'on a appelé ça les bâtiments, hors les bâtiments de, je sais pas, il y a un terme approprié, de l'Église. Alors, lorsque l'Église délivre ce type de message, et lorsqu'on regarde, on voit qu'en Afrique, il y a beaucoup, d'ailleurs, si ce n'est d'ailleurs l'Église la plus représentée, l'Église catholique, qu'est-ce que nous, nos gouvernements, tous ceux, par exemple, qui sont contre cette pratique, devraient faire? Écoutez, vous avez la Bible que nous avons convoquée, qui proscrit les pratiques homosexuelles. Dans le livre du Lévitique, je crois, tout à l'heure, je vais retrouver le verset. Et vous avez les lois. Oui. C'est-à-dire, chaque pays a des lois. Certains pays proscrivent. Qui proscrivent les pratiques homosexuelles. Et vous avez constaté ces derniers temps que dans certains pays en Afrique,
vous avez les États-Unis qui leur font du chantage parce que justement, ces pays ont adopté des lois anti-LGBTQ. En réalité, ça dit on vous absolument vous aligner dans leur idéologie. Oui. Transgenre. Vous avez convoqué le Vatican, c'est-à-dire le cœur de l'Église catholique romaine, il faut préciser comme ça. Oui. Mais vous savez, Madame Sikeke, l'Église catholique romaine, c'est-à-dire le Vatican, est au cœur du système international. Lorsque je parle du cœur du système international, je parle de la criminalité, je parle de la déviance, je parle de la mafia. Le Vatican, ce n'est pas un modèle. Si vous avez au sein même de ce que vous appelez, on appelle, j'ai envie de dire, abusivement le Saint-Siège. Oui. Les prêtres, des évêques homosexuels, c'est-à-dire qui vont à contre-courant de la parole qu'ils enseignent tous les dimanches à leurs ouailles, il y a un problème. Mais ça se comprend. Lorsque vous lisez dans le livre, dans l'ouvrage des protocoles de Toronto, mais l'Église catholique est au cœur du système international, au cœur de l'abrutissement moral n'est-ce pas, des individus, des populations. Pendant que vous saluez le pape avec déférence, mais le pape, lui, il baise la main des Rothschild. C'est-à-dire, les grands représentants de ces 13 grandes familles qui manipulent le gouvernement. Oui. Il y a donc un gros problème. Ce n'est pas un malentendu, c'est fait exprès. Pourquoi? Parce que dans le protocole de Toronto, il y a 2 projets majeurs. Le premier projet majeur, c'est la disparition des États-nations. Il faut absolument les faire disparaître pour en faire un gouvernement mondial. Et le gouvernement mondial sera contrôlé justement par les lobbies LGBTQ, c'est pour ça qu'ils sont puissants. La disparition des familles, de la cellule familiale, c'est-à-dire désormais, chez eux par exemple, il vous est interdit de punir votre enfant parce qu'il a fait une bêtise. Si vous punissez votre enfant, vous êtes poursuivi par la justice. C'est-à-dire votre enfant, parce que vous lui avez fait des remontrances, il peut appeler la police, il peut vous porter plainte, il peut engager une action publique contre vous, et vous serez poursuivi en tant que tel. Pourquoi? Parce qu'il est question ici de diluer votre autorité de parent sur votre enfant. Donc, c'est ça. Et l'Église est mise à contribution parce que l'Église rassemble un très grand nombre de personnes au monde. Donc, ils utilisent l'Église. J'ai l'habitude de vous le dire, il n'y a aucune décision que le bloc occidental, du moins les lobbies, les grands lobbies occidentaux, pour prendre sans aucune concertation avec l'Église catholique romaine. Parce que l'Église est au cœur du système. Alors, quand vous me posez la question de savoir quand ça vient de l'Église, vous savez, je vous l'ai dit. Déjà, je me rends compte que cette Église-là, l'Église catholique romaine, qui doit se taire, de plus en plus s'illustre par des sorties intempestives, des prises de position intempestives, alors qu'elle doit d'abord balayer devant sa propre cour. D'abord, du point de vue historique, nous savons que l'Église est au cœur de la traite négrière, de l'esclavage, de la colonisation et des différentes guerres que le monde connaît. Donc, l'Église doit faire d'abord son autocritique, son aggiornamento, avant de s'occuper des questions qui ne relèvent pas exclusivement de sa compétence, parce que ici on peut prendre l'Église dans son rôle d'autorité morale. D'accord. Je veux sortir en disant qu'en fait, moi j'ai décidé que ma famille ne va plus à l'église. C'est comme ça. L'église catholique romaine surtout. Parce que là-bas, ce n'est pas des choses. On vous prend une chose, c'est le contraire qu'on voit. Bon, je ne sais pas sur quel. C'est une parenthèse. Le célibat des prêtres, par exemple, ce n'est pas biblique. Non, c'est bon. On va dire c'est ça fait partie des contradictions que soulèvent les propos de l'évêque. Oui. C'est pas biblique. Et puis l'homosexualité, c'est proscrit par la Bible puisque tout repose sur la parole. Nous parlons de la parole. Mais vous avez donc des gens qui vous prêchent une chose, mais font tout le contraire. C'est-à-dire, en fait, ils contribuent à la déperdition des âmes.
et ils en rendront compte. Si du moins ce que dit la Bible est exact. Merci à vous, Albert Anatole. Ici, on sort de cette thématique d'accueil avec notre invité, Dr Yam Timba. Déjà, bonjour et merci d'être là. Cette sortie, on a vu cette sortie de Donald Trump qui a d'ailleurs, selon lui, estimé que cette messe, cette homélie n'était pas bien. En tout cas, il n'a pas apprécié ce culte dont il a assisté, le culte durant lequel l'évêque était en train de lui demander miséricorde pour les personnes LGBT+. Les conséquences, bien sûr, on essaye aussi dans l'analyse de pousser sur les conséquences peut-être d'un changement de politique sur l'Afrique. Ces choses ne nous concernent pas. Ni... je vous ai dit bonjour. C'est pas grave. Enfin, c'est que je suis choqué, Oui. Je ne comprends pas très bien. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, AAA. Bonjour à vos chers auditeurs et chers téléspectateurs. Ni l'homélie, ni les histoires de LG, je ne sais pas trop quoi là. Aucune de ces choses ne nous concerne. Donc, je ne comprends même pas très bien pourquoi on en parle. Ça ne nous concerne pas. Les gens sont assis, ils disent qu'ils ont un évêque. Dans votre langue, il y a un mot pour dire évêque. Est-ce qu'il y a un mot dans vos langues pour dire évêque? Ça ne nous concerne pas. C'est leurs affaires. S'ils gèrent leur cuisine comme ils gèrent, qu'ils fassent comme ils peuvent. Les affaires Quand vous regardez vraiment, moi je ne comprends même pas quel est le problème auquel ces gens sont confrontés. Nous tous aussi, on est nés d'une mère et d'un père. Donc je ne comprends pas très bien depuis quand ça a changé. À partir du moment où rien n'a changé dans ce sens-là, eh ben, je ne vois pas où est le problème. Je ne vois même pas en quoi ça nous concerne. Sur les contradictions internes des sociétés des Blancs. Bon, ils n'aiment pas qu'on dise ça, ils disent qu'il ne faut pas qu'on dise blanc, mais c'est eux qui disent qu'ils sont blancs, hein, ce n'est pas moi. Voilà. Donc, je crois que c'est les contradictions internes de leur société et que ça ne nous concerne pas, nous les Africains. Nous ne prenons pas du temps et ne donnons pas de l'intérêt à des choses qui ne nous concernent pas. Nous avons des choses qui nous concernent, dont nous allons certainement parler tout à l'heure. Et tout cela, à mon avis, participe du déclin de la société occidentale. Oui. Et s'il faut essayer de leur dire 2 ou 3 choses, je considérerais que, je ne comprends pas très bien la raison pour laquelle le président s'emporte, parce qu'il est tout à fait légitime que des gens qui sont dans un système essayent de trouver le moyen de sauver le système. Oui. 2, je ne comprends pas très bien les détails internes. La Bible a dit que c'est leurs affaires, je m'en fous. Oui. Qu'est-ce qui est dit là-dedans ne me concerne pas. Donc, au fond, que l'un considère que l'autre a tort, qu'il faut qu'on demande pardon, vraiment, c'est un peu comme si des types sont dans leur maison en train de parler de la dernière cuisine qu'on a faite chez eux. Ça nous concerne en quoi, nous, les voisins? Maintenant, justement, je vous relance, vous me permettez, Dr Yam Timba. Lorsqu'on connaît un peu comment... c'est cet État, les États-Unis, entre autres, qui continue plus ou moins à imposer une certaine politique dans certains pays africains, je vais le dire comme ça. En Ouganda, on a vu les sanctions contre l'Ouganda parce que le pays a refusé justement de légaliser l'homosexualité de ce côté-là. Alors, c'est effectivement cet angle qu'on essaye d'analyser et de comprendre si aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup d'espoir, même si vous avez dit c'est la cuisine interne, mais lorsqu'on sait que ces États ont malheureusement souvent la capacité de nous imposer un certain nombre de choses, d'où l'interrogation. Là, ça commence à devenir intéressant, parce que nous, au Cameroun, on a hâte qu'on nous débarrasse d'un certain nombre, de la présence de certaines personnes chez nous. Et nous constatons avec beaucoup de désagréments que c'est un fait récurrent des démocrates. Okay. Obama, qui fatigue la planète, il s'en va voir Macky Sall. Il faut que vous nous instruisez. Macky Sall lui oppose un non-recevoir, une fin de non-recevoir. L'Ouganda, effectivement, encore sous Biden, qui commence à nous raconter des histoires. Donc, je crois qu'il doit y avoir une aile aux États-Unis qui est formé par le Deep State, par le Parti démocrate, par les stars, etc.,
qui ont des pratiques plutôt bizarres. Et vous constaterez quelque chose d'assez curieux, que ce soit Obama, Clinton ou Biden, tout Hollywood était derrière eux. Quand vous regardez quand même Trump, vous êtes très surpris. C'est des hommes d'affaires qui sont avec lui. Oui. C'est des hommes d'affaires. Oui. Qui d'ailleurs, pour la plupart, disent ne pas apprécier, en tout cas ceux qui disent ne pas apprécier ce genre de choses, et qui sont contre les histoires de l'OMS, parce qu'apparemment, les affaires de l'OMS sont très liées avec ces histoires de LGBT, parce qu'on fait prendre à nos femmes ici, parce que c'est là où ça devient intéressant, quand ça commence à nous concerner. Mais tant que ça reste leurs affaires là-bas, ils vont à l'église, ils vont à la messe, vraiment, c'est leur problème, on s'en fout. Mais quand ça commence à nous concerner, l'OMS qui dit que ouais, il faut donner du paracétamol aux femmes qui sont enceintes, là ça devient un problème, parce que le paracétamol, ça féminise les garçons. Si une femme est enceinte et qu'elle prend très souvent du paracétamol, si elle est enceinte d'un garçon, ça le féminise en réalité. Donc les choses comme ça, là, ça commence à être des choses qui nous concernent et nous disons non, il faut qu'on puisse repenser la santé chez nous. Voilà pourquoi l'association Keper a tout un panel santé lors de sa prochaine conférence internationale qui aura lieu du 26 au 28 juin. Tout un panel santé pour savoir comment on va soigner nos populations. Et je ne crois pas que la santé soit universelle, je ne crois pas à ce genre de conneries. Je pense que les gens développent un certain nombre de choses sur la base d'un certain nombre de perceptions idéologiques et nous ne sommes pas forcément obligés de partager ces idéologies. Et donc aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est tout naturellement de nous dire, tant que ça reste votre débat interne américain, il n'y a pas de problème. Si vous le transportez hors des frontières américaines pour le porter sur notre continent, là ça devient notre problème. Et à partir du moment où ça devient notre problème, nous allons vous dire, non, messieurs, d'abord, je ne comprends pas très bien la présence de vos croyances religieuses chez nous, vous nous les imposez. Vous imposez les sous-produits de toutes ces croyances. Et je suis toujours très choqué de voir les Africains avoir peur d'aller en enfer. Il n'y a pas de mot dans nos langues pour dire enfer. Donc, à partir du moment où on n'a pas de mots pour dire ça dans nos langues, ça veut dire qu'on ne sait pas si ce truc-là, ça veut dire que ce truc-là ne rentre pas dans notre vision du monde. Donc les Africains, ils ont peur d'aller, les Africains occidentalisés ont peur d'aller en enfer, ils espèrent aller au paradis, sauf que pendant qu'ils espèrent aller au paradis, les Occidentaux organisent une belle vie, les Européens organisent une belle vie sur la terre, et je crois que nous devons très rapidement régler ces questions-là. Mais il y a quelque chose quand même qui est intéressant aussi à voir sur le décret que Trump a, c'est un certain nombre de décrets qu'il a signé relativement à ces conneries, à ces bizarreries-là. Nous constatons que les sociétés qui veulent mettre fin à ça peuvent y mettre fin. Donc, c'est une question de volonté politique. Donc, ces pratiques sont liées à la pratique politique dans les pays. À partir du moment où c'est lié à la pratique politique dans les pays, la question devient donc, est-ce que nous pouvons nous permettre en Afrique d'avoir des élites politiques compromises dans ce genre de choses? Est-ce que nous devons nous permettre de laisser nos élites politiques se compromettre là-dedans? S'il y a des pays dont les élites politiques sont compromises dans ces affaires, il va falloir que les peuples se lèvent pour leur dire non. Et je crois que la révolution panafricaniste, sous son versant culturel, porte justement ce genre de choses. À savoir que dans le kamitisme, ça ne fait pas partie de nos valeurs traditionnelles. À partir du moment où ça ne fait pas partie de nos valeurs traditionnelles, c'est inacceptable. Et à partir du moment où c'est inacceptable, s'il y a des leaders qui ont la possibilité de nous dire qu'il y a la moindre concession à faire et qui n'ont pas toute la cohérence voulue, alors il y a un problème. Et il faut que les Africains le sachent. Vous ne pouvez pas être contre les LGBT, je ne sais pas trop quoi là, et dire que vous pouvez être dans leurs histoires de franc-maçonnerie, de christianisme, etc. Si les gens estiment qu'ils sont cohérents, ils ne doivent être dans aucune de ces choses-là. Parce que tout ça se tient. Là, c'est l'évêque qui demande miséricorde pour les autres, non? Ce n'est pas un type au quartier, c'est un évêque. Ça veut dire qu'il y a un lien, et c'est parce que ces gens-là font ces choses dans le même moule que nous devons pouvoir, en Afrique, être cohérents. Est-ce que nous sommes des Africains qui sont capables d'être suffisamment cohérents pour dire que tout ce qui est venu de l'extérieur et qui pollue notre espace culturel et civilisationnel, nous sommes prêts à le refouler
à l'extérieur de notre vie de tous les jours pour pouvoir reconstituer notre Afrique et vivre d'une manière qui soit absolument différente de celle des autres, parce que c'est cette manière-là qui a permis à nos peuples de vivre dans l'harmonie, dans la paix et dans un certain bien-être à la fois matériel, spirituel, mais aussi psychologique et mental et intellectuel. Parce que vous avez ces sociétés qui sont où on dit il faut faire toutes ces choses-là, mais vous voyez toute la souffrance que ça génère, vous voyez toutes les contradictions, le stress, la dépression que ça génère. Alors que dans les sociétés où il n'y a pas ce type de préoccupation, quand vous allez dans nos villages, il n'y a pas ce type de préoccupation, non, les gens sont heureux. Alors du coup, que Trump règle ses problèmes avec ces gens là-bas et qu'il nous débarrasse au Cameroun particulièrement et en Afrique, de toutes les personnes qui sont plus ou moins impliquées ou intégrées ou soupçonnées de marcher dans ces choses-là. Et enfin, que les leaders africains puissent être cohérents. Soit vous êtes cohérents et vous dirigerez l'Afrique, soit vous n'êtes pas cohérents et vraiment de grâce, laissez les gens cohérents diriger l'Afrique. Merci à vous, Dr Yam Timba, pour ce commentaire autour de notre sujet d'accueil. Sans transition, nous abordons le thème principal de ce matin pour parler de cette situation, voilà, Cameroun, Russie, on va dire SCA surtout. Cette cargaison de gasoil voilà, qui est bloquée du côté du port de Douala, un don de la Russie à la République centrafricaine. Les justifications, bien sûr, en ce qui concerne le blocage, selon le porte-parole de la présidence centrafricaine, eh bien, les autorités camerounaises justifient ce blocage par les sanctions américaines et européennes imposées bien sûr, à la Russie. Albert Anatola, ici, lorsqu'on sait que cette cargaison représente quand même un soutien important, très important d'ailleurs, pour la République centrafricaine, qui est ainsi justement entravée, bloquée par des considérations ou des facteurs géopolitiques. Voilà, comment interpréter cela? La posture des autorités camerounaises aujourd'hui, cette situation de sanctions internationales qui justement impacte sur le quotidien finalement, qui impacte sur notre politique, nos relations bien sûr en Afrique. Est-ce que nous avons véritablement l'information, enfin est-ce que l'information sur laquelle c'est Paul Biya qui a donné l'instruction de bloquer cette cargaison de gazole? Non, nous n'avons pas l'information selon laquelle c'est le président. S'il pose cette question et qu'il s'est avéré que c'est lui qui a donné l'instruction de bloquer cette cargaison, ça veut dire qu'il est en contradiction. D'abord avec lui-même et avec la position de l'État camerounais dans ces relations internationales. Vous savez que le Cameroun est un pays non aligné. Oui, oui. Vous savez également qu'en 2023, la Russie a envoyé une cargaison de blé, oui, qui a connu relativement les mêmes problèmes, mais pas du fait du gouvernement camerounais, mais du fait des meuniers camerounais. C'est vrai que la plupart, ils sont... ce secteur est dominé essentiellement, enfin plus majoritairement par les étrangers, notamment les Libanais, entre autres. Qui dit Libanais dit français. Alors, sauf que lorsque la cargaison de blé est arrivée, le gouvernement centrafricain, je commence d'abord par là. Oui. Le gouvernement centrafricain qui ne dispose pas d'industrie, n'est-ce pas, pour pouvoir, d'industrie meunière, a proposé au gouvernement camerounais de vendre cette cargaison, n'est-ce pas, aux meuniers camerounais. Il y a donc une sorte de levée de bouclier chez ces derniers qui ont estimé que non, on ne peut pas leur vendre cette cargaison au même prix alors que c'est un don. Oui. Ce que cela renvoyait à une sorte de fraude fiscale qui était en train d'être organisée. Bref, il y a eu un APN. Maintenant, nous sommes confrontés à un autre blocage. C'est-à-dire, c'est également un don de la Russie à la Centrafrique qui doit transiter par le port de Douala. De Douala, oui. Pour aller vers Bangui. Oui. Mais quel est le problème du Cameroun dans cette affaire-là? D'abord parce que le Cameroun est non aligné.
Dans le contexte de la situation actuelle en Ukraine, vous connaissez la position n'est-ce pas, du Cameroun à l'ONU. Oui. L'ONU n'a jamais voté contre les sanctions qu'on voulait infliger à la Russie. Oui, le Cameroun. Jamais. Le Cameroun n'a jamais voté ces sanctions qu'on voulait infliger à la Russie. Oui. Qu'est-ce qui peut donc expliquer que la même Russie qui envoie une cargaison de gazole en Centrafrique voit, n'est-ce pas, son don bloqué au port de Douala à l'initiative, paraît-il, des autorités camerounaises? Il y a quelque chose qui ne tient pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a une contradiction majeure. Vous pensez, peut-être pour aller au bout, hein, peut-être creuser encore un peu plus, vous pensez que le blocage est une initiative? Ça peut pas être Non, ça peut pas être l'initiative. Ça doit être l'initiative des gens quelque part. Parce que ça peut être un ambassadeur futur français, américain ne peut pas prendre l'initiative de venir bloquer la cargaison d'un pays, destiné à un pays frère au Cameroun. Oui. Parce que ça ne vous entre pas dans ses cordes. Cela serait une ingérence majeure. C'est-à-dire, en réalité, cela subordonnerait que le Cameroun est dirigé par des ambassadeurs, par quelques ambassadeurs étrangers. C'est ce que ça veut dire. Je ne pense pas que le mercenaire qui fait office d'ambassadeur de France peut engager une initiative. Je ne pense pas que l'autre mercenaire qui fait office d'ambassadeur des États-Unis peut engager une telle initiative, ou bien l'autre mercenaire qui fait office de l'ambassadeur de l'Union européenne. Parce que ce n'est pas leur rôle. Madame Siké, ce n'est pas leur jeu. Nous sommes dans un jeu de rôle. Il n'y a que le gouvernement camerounais qui puisse prendre l'initiative. Et je ne vois pas le Cameroun qui entretient de très bonnes relations diplomatiques avec la Russie, prendre une telle initiative. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Deuxième chose qu'il faut mettre sur la table. Vous savez déjà qu'actuellement, le gouvernement camerounais est en train est dans une négociation avec la SCA dans le cadre de la décision de la SCA de faire transiter désormais ses importations et ses exportations vers la Guinée équatoriale. Donc, je ne vois donc pas dans ce contexte, le gouvernement camerounais dans ce contexte, c'est la mettre de lui sur le feu. C'est quand même une décision assez grave. Qui peut prendre sur lui. Je crois qu'il y a une décision qui s'est prise à un certain niveau. Ça, au niveau du sommet, quand même. Peut-être pas au sommet, peut-être pas aussi. Parce que si c'est au sommet, il s'agit quand même d'une affaire diplomatique qui relève de la diplomatie. Justement, oui. Je ne sais pas quel individu, en dehors de Paul Biya, peut prendre sur lui de bloquer une cargaison qui part de la Russie, qui a de très bonnes relations diplomatiques avec le Cameroun, et que la cargaison est destinée à la SCA, qui est un pays frère, et qui est destinée à ce pays-là. Je voudrais quand même vous rappeler que le président Touadéra est au Cameroun au moins une fois chaque 2 mois. Ça veut dire que les relations entre le Cameroun sont bon fixes. Il va falloir qu'on nous explique qui a pris l'initiative de bloquer cette cargaison. Donc, n'est-ce pas, la Centrafrique a besoin pour combler, n'est-ce pas, son gap énergétique. Merci à vous, M. Aïssi, Dr Yamtimba. Vous dites son déficit énergétique. Son déficit, merci. Dr Yamtimba, comment vous expliquez cette situation de blocage aujourd'hui? Écoutez, moi je suis content que Aïssi ait rappelé l'épisode de la farine, dont la gestion était tellement stupide qu'on s'est demandé comment on fait ce genre de choses au Cameroun. Le Centrafrique n'a pas d'industrie meunière, et alors? Mais vous êtes le Cameroun. Vous faites preuve de leadership sous-régional. Vous commandez la transformation au niveau chez les meuniers, vous payez. Et puis, tout est parti. Donc, en fait, vous faites tout un tollé autour de quelque chose qu'on aurait pu régler par des procédures simples. Bon. Le problème que nous avons au Cameroun, c'est un problème de manque de leadership sous-régional. Après, les Camerounais sont d'accord, pas d'accord, vraiment, c'est leur problème. C'est le constat qu'on fait. Dans la même semaine, vous faites 2 cacas. Le premier, vous allez vous asseoir à côté du président français pour recevoir un rapport sur la mémoire coloniale de la France au Cameroun. Mais c'est d'un simplet. C'est comme si vous étiez un esprit simple.
Un esprit tellement simple qu'on se demande si on vous a simplement, si on vous a mis sur un fauteuil, on ne sait pas, vous êtes tellement simple. Vous faites quand même ce premier truc-là, les gens se disent, purée, bon, enfin, on croyait avoir vu le fond. Apparemment, ce n'est pas encore le cas, on pourra encore creuser. Et puis arrive l'épisode de la RCA. Vous êtes là, il y a un blocage. Après, qui a donné l'ordre, qui fait, c'est pas ça le problème. De l'extérieur, on constate, comme dit le ministre centrafricain, c'est bloqué, c'est ça le fait. Le fait est que c'est bloqué. Oui. Qui a bloqué, qui a ordonné de bloquer, pourquoi c'est bloqué, c'est fait. Et c'est là qu'il vous vient à l'esprit justement le problème des lourdeurs administratives du Cameroun. C'est là que vous vous rendez compte que, et je suis malheureux de devoir me dire, mais je parle d'une chose depuis des années et elle s'avère toujours vraie. Vous avez une organisation administrative anachronique, dépassée, qui est complètement à l'opposé de tout ce qu'il faut faire aujourd'hui et qui peut... C'est-à-dire qu'en fait, ça peut vous surprendre, hein, il est fort possible que personne n'ait pris une décision. C'est-à-dire que c'est arrivé, personne ne décide jamais de rien. Tout est fait sur hautes instructions du chef de l'État. Je ne sais pas quelle est cette catégorie administrative qu'on a créée dans ce pays. Vous avez donc, tout le monde est là et dit, ah, il faut que le président se décide. Ça peut vous paraître curieux, mais ça peut être ça la situation. Et puis, vous allez avoir des gens qui vont donc vouloir justifier, expliquer, pas justifier, expliquer pourquoi il n'y a toujours pas de décision, et qui vont commencer dans leur délire, parce qu'ils sont très grands au Cameroun, ils aiment utiliser les termes empoulés et les choses compliquées, ils aiment parler des choses compliquées, et puis quelqu'un va commencer à dire, ah oui, il y avait quand même les sanctions russes. Mais pourquoi ils vont les sanctions contre la Russie? Pourquoi ils vont évoquer ça? Ouais. Et c'est là où vous arrivez au cœur du problème. Ouais. En mars 2024, vous vous souvenez, on en avait parlé sur ce plateau encore, lorsque le Cameroun a été interpellé par... Alors c'était quelque chose de terrible. Oui. C'est l'ambassadeur de Grande-Bretagne qui s'en va dire au Cameroun que le Cameroun aurait des navires, il y aurait des navires battants, pavillons camerounais qui permettent à la Russie de contourner les sanctions sur le pétrole. Vous êtes l'ambassadeur de Grande-Bretagne ou vous êtes le représentant de l'Organisation maritime internationale? Non, c'est parce que le siège de l'OMI est à Londres. Alors, donc, comme le siège de l'OMS est à Genève, c'est l'ambassadeur de Suisse qui nous raconte ce qu'il faut nous raconter. Comme le siège des Nations Unies est à New York, c'est l'ambassadeur des États-Unis qui nous dit ce qu'il faut dire par rapport à l'ONU. Sauf qu'il y a quelque chose qui a échappé à la plupart des gens. Le directeur des affaires maritimes et le ministre sont mis à raconter que non, en fait, il se trouve que bon, nous n'arrivons pas à contrôler tous les navires qui battent pavillon camerounais parce que nous n'accédons pas au système de renseignement international sur la navigation maritime. Ah ouais, ça c'est intéressant, ça s'appelle le G6 en anglais. Et on demande à celui qui vient vous interpeller, donc à l'Angleterre, au Royaume-Uni, je veux dire, on lui demande d'aider le Cameroun à intégrer cette affaire. En réalité, vous avez des fonctionnaires véreux qui ont envie de faire des carrières au niveau international et ils n'arrivent pas à gérer leur pays, à lui permettre d'avancer, qui se retrouvent donc, parce qu'ils sont engagés dans ce genre de choses, se retrouvent victimes de chantage. L'Organisation maritime internationale et le G6 font donc ce chantage au Cameroun. Faites la preuve que vous êtes crédible, que vous respectez les règles. En réalité, respecter les règles, ça veut dire vous respectez ce que l'OTAN dit. L'OTAN a sanctionné la Russie. Prouvez-nous que vous soutenez ces sanctions par votre travail, parce que de toutes les manières, ce ne sont pas les fonctionnaires du ministère des Relations extérieures qui vont se retrouver dans le G6. Ce sont les fonctionnaires des douanes, du ministère des Transports du Cameroun. Ouais. C'est, vous voulez, donc à vous de vous débrouiller, il y a des postes, faites comme vous voulez. Et vous allez vous retrouver dans avec des gens qui n'ont qu'une équation personnelle, l'équation collective camerounaise, ça ne les intéresse pas du tout. Et qui vont poser parfois ce genre d'acte. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune décision même qui est prise, mais quelqu'un bloque un dossier quelque part. Il ne signe pas. Il pose ça sur sa table et c'est bloqué là. Voilà comment on en arrive donc aux fameuses sanctions contre la Russie. Nous sommes dans un pays d'une légèreté
qui est parfois extrême dans certains secteurs d'activité. Les gens sont d'une légèreté terrible. Entre-temps, ça va bloquer le port. Oui. Et quand ça va bloquer le port, on va aller indexer les responsables du port en disant que, ah ouais, vraiment, votre port là, les délais de déchargement commencent à s'allonger. Sauf que vous avez 2-3 types qui visent des postes à l'Organisation maritime internationale et au G6 qui bloquent une cargaison de 30 000 tonnes au port et ça crée une congestion du port de Douala. Sauf que la congestion du port de Douala va provoquer du chômage technique chez les dockers. La congestion du port de Douala va rendre un stock de produits beaucoup plus cher sur le marché. Est-ce que les gens sont même conscients de ce qu'ils font? Est-ce qu'ils se rendent même compte des réactions en chaîne qu'ils provoquent souvent simplement parce qu'ils visent certains postes? Parce que tout ce qui les intéresse, c'est qu'ils doivent faire des missions partout dans le monde. Vous avez là une administration qui vraiment laisse à désirer. Et je pense qu'un spoiling system arrivera vivement en 2025. Donc, quand vous prenez ces choses dans ce sens-là, vous commencez à vous demander pourquoi on en arrive là. Sauf que les conséquences sont terribles. Vous parliez tout à l'heure de négociations RCA Cameroun par rapport au fait que le Tchad et la RCA souhaiteraient déplacer les ports de destination de leurs produits aux ports équato-guinéens et congolais. C'est beaucoup plus long d'aller de Pointe-Noire jusqu'au sud du Tchad, en passant par la RCA, ou d'aller en RCA, en partant de Guinée équatoriale ou du Congo pour la RCA, mais c'est beaucoup plus sûr. Vous avez moins de tracasseries douanières, moins de tracasseries policières et de gendarmerie. Et vous avez également le fait que même si les routes peuvent être cassées, encore que pour le Congo, par rapport au sud-est du Cameroun, il y a une route goudronnée qui part de Pointe-Noire jusqu'à Ouesso, je crois que c'est goudronné. Donc vous avez moins de problèmes. Après, il y a peut-être la route qui va reprendre Bangui pour remonter, qui n'est pas forcément en état exceptionnel pour remonter dans le Tchad. Mais au moins, le fait qu'il y a moins de tracasseries en route fait que, alors que la distance est peut-être 2 fois celle du plus longue, eh bien vous avez à peu près le même temps que vous mettez sur la route. Tout simplement, hein. Ça vous coûte un peu plus en carburant, mais au moins vous arrivez dans des délais et vous avez dépensé moins d'argent de votre côté. Ça crée, oui, certes, mais pour les transporteurs, vous vouliez dire? Pour le Cameroun d'abord. Oui, mais bien sûr, j'y arrive. Donc, évidemment, pendant ce temps, le Cameroun va perdre près de 5% de son budget. Oui. 340 milliards de francs CFA, à peu près. Peut-être plus. Ça, c'est le minimum. Ouais. 340 milliards que le Cameroun va perdre dans cette affaire, simplement parce que vous avez un certain nombre de fonctionnaires qui n'ont aucune idée de ce qu'on appelle un pays. En fait, qui croient que quand ils sont dans leur bureau, c'est le chez eux, c'est leur cuisine. Et ils ne voient, même si vous êtes dans votre cuisine, vous voyez quand même le lien avec le salon, non? Vous voyez quand même le lien avec le fait que si la cuisine est sale, même la chambre là-bas, elle peut être sale parce que quelqu'un a marché et la semelle de ses chaussures peut emporter les ordures jusque dans la chambre. Oui. Ils ne voient pas les liens. Et ça, ce sont des choses d'une telle gravité qu'on se demande tout le temps, mais qu'est-ce qui arrive au Cameroun dans cette situation-là? Et puis, vous avez quand même le fait qu'on en arrive à ce que la Russie offre 30 000 tonnes de gazole à la République centrafricaine. Oui. On devrait en avoir honte. Le Cameroun devrait en avoir honte. Parce que vous avez une raffinerie on tourne là. Depuis plus de 10 ans, on n'arrive pas à réhabiliter une raffinerie. Une raffinerie de 7 millions de tonnes. Vraiment, 30 000 tonnes représentent quoi là-dedans? C'est-à-dire que c'est ça qui manque dans ce pays. Vous risquez de perdre 340 milliards, vous risquez de vous créer des frictions, des inimitiés avec vos voisins. Vous ne savez pas ce qu'on appelle être un leader régional, mais un leader sous-régional, vous prenez aussi des coups pour les tout-petits. D'ailleurs, on l'a déjà fait, mais on l'a fait avec notre armée, non? Bien sûr. On l'a fait avec notre armée. Bien sûr, à plusieurs le rôle de notre armée dans la stabilisation de la RCA est salué par tout le monde. Mais pourquoi on ne peut pas le faire dans d'autres domaines? C'est ça le problème de la vision stratégique qui doit couvrir plusieurs aspects et qui doit être stable dans la durée. C'est ça qu'il faut construire. On n'arrive pas à construire ce genre de choses et on se retrouve là dans ce genre de difficultés. La question que l'on se pose aussi,
Et là, c'est une interrogation, je ne sais pas, c'est une hypothèse, je ne sais pas dans quelle mesure elle est vérifiable ou elle a du sens. Est-ce que ce ne sont pas les groupes d'intérêt des entreprises camerounaises qui opèrent en RCA qui jouent derrière? Oui. Mais c'est quand même, il s'agit quand même, il peut pas prendre, ces groupes d'intérêt ne peuvent pas prendre le risque. Voilà. Il y a un petit moment de quand même d'effriter la diplomatie camerounaise. Vous avez idée, quand même au Cameroun. vous oubliez les bêtises que l'on fait au Cameroun là pour des broutilles sur lesquelles les gens ne gagnent même pas grand chose, mais qui mettent le pays en danger. Comme l'a fait Savannah. Mais les groupes d'intérêt qui parviennent à imposer quand même... Mais bien sûr, qui peuvent manipuler des fonctionnaires qu'ils tiennent parce qu'il y a eu des précédents et ils font que ces gars-là, quand ils vont avoir ce gazoil-là, ça va certainement avoir de l'impact sur leurs activités. Est-ce que c'est ça? Je voudrais croire que cette hypothèse, elle est alambiquée, elle est fausse. Parce que si une telle hypothèse a la moindre, une seule once de crédibilité, ça installera le Cameroun comme un État voyou. Et il faudra qu'on fasse attention à ça, parce que le monde entier nous regarde. Les BRICS se demandent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment on peut bloquer du carburant russe au Cameroun, alors que le Cameroun, tout à l'heure, je ne reviens pas sur tout ce qu'Aïssia a dit sur les relations entre le Cameroun et la Russie. Comment est-ce possible? Et ce sont ces questions-là que les gens se posent, les gens s'interrogent, et les gens ne font que se demander, mais qu'est-ce qu'il y a au Cameroun? Et nous avons donc un gros problème, c'est le problème général du néocolonialisme. Il faut savoir que les régimes, et ça malheureusement c'est ça le propre, le régime du Cameroun est un régime néocolonial. Oui. Les régimes néocoloniaux sont allergiques à la liberté, à la souveraineté, et en général ont tendance à bloquer tout ce qui va dans ce sens-là. Ce que la Russie fait, c'est d'aider un pays qui se bat pour sa souveraineté et pour sa liberté. Mais ce que le Cameroun perd, et dont on ne parle pas assez, parce que là on vient de parler de ces nouveaux corridors qui se créent, on va perdre peut-être 340 milliards cette année au minimum, si ça se concrétise, mais ce que nous perdons... Les négociations sont en cours. J'ai dit si. Si, parce que les négociations sont en cours, parce que les gens s'en rendent compte. Et je peux vous rassurer qu'il y a eu des réunions l'année dernière en N'Djamena, entre, par exemple, le port de Douala et les autorités tchadiennes, le Bureau national du fret tchadien et les autorités camerounaises. Il y a eu beaucoup de négociations, que ce soit avec les mêmes acteurs du Centrafrique avec le Cameroun. Mais rien ne s'arrange. Et le fait que rien ne s'arrange, pas seulement cette année-là, ça fait des décennies qu'on en parle. Prenez les journaux, enfin c'est vous qui êtes journaliste, vous avez parlé de ça depuis plus de 10, 15, 20 ans. Et il se trouve que rien n'a... En fait, ça va de mal en pis, d'année en année. Et ces gens cherchent des solutions pour leur pays. Les choses coûtent 3, 4, 5 fois plus cher à Bangui, à N'Djamena, à cause de cette tracasserie-là. Donc la situation qui est posée, dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, est simplement une situation, malheureusement, qui peut permettre au Cameroun de régler définitivement le problème de ces corridors-là et le problème de ces fonctionnaires qui peuvent avoir le pouvoir de bloquer ou pas. Et le fait aussi que certains fonctionnaires manquent d'autorité, manquent de pouvoir, c'est-à-dire de la capacité de prendre des décisions. Il faut que ça remonte et ces lourdeurs bureaucratiques sont nuisibles au Cameroun. Mais, donc, en gros, il faut que j'achète. J'ajoute de l'eau dans votre... Okay. Vous allez continuer. Il vous souvient en 2022 que le ministre camerounais en chef de la Défense a fait un rapport concomitamment avec son collègue de la délégation générale de la sécurité nationale. Dans ces différents rapports, il indiquait clairement que dans le corridor Douala-Bangui, vous n'avez pas moins de 39 postes de contrôle irréguliers fictifs. Dans le corridor Douala-N'Djamena, vous aviez au moins 30 postes de contrôle irréguliers donc fictifs. Qu'est-ce qui a été fait en détail pour régler cette question? Mais c'est ça. C'est-à-dire que dans notre pays, vous vous demandez comment est-ce possible? Parce que quand le rapport est paru, la question que j'ai posée, mais attends, enfin, peut-être que moi je ne l'ai pas encore été, ou je ne le suis pas. Je ne sais pas quel est réellement comment être ministre, c'est quoi? Mais je vois quand même leurs attributions. Leurs attributions, c'est que ces postes ne doivent pas exister. S'ils existent, les ministres peuvent sévir. Oui. Pourquoi ces postes existent d'année en année? Oui. Pour quelle raison? Qui
s'assure que ces postes-là existent et fonctionnent? Qui? Et le Cameroun doit faire attention, c'est par là que je voulais finir, madame. Le président centrafricain sort de la Russie. De la Russie, bien sûr. Il y a un certain nombre d'accords qui ont été signés. Oui. Il y a des accords d'investissement, il y a des accords sur le plan sécuritaire, il y a des accords sur beaucoup d'aspects. Et si on s'en tient au trafic qui va en RCA aujourd'hui et qui commencera et son évolution, sa croissance, cette année, les années qui vont suivre, le Cameroun ne peut pas se permettre de s'amuser avec ça. Parce que si on a simplement un projet de réhabilitation de l'aéroport international de Bangui et de promotion immobilière, vous imaginez le tonnage qui devrait passer par le port de Douala? Vous avez la construction d'une base militaire russe. Vous avez cette construction d'une base militaire russe. Vous avez le fait que les Centrafricains ont demandé aux Russes de les aider dans le domaine agricole. Donc, il y aura de l'engrais qui va passer et peut-être plus tard la construction d'une usine d'engrais et donc de la matière première. Ils ont parlé de mines. Oui. Donc, il y aura des produits miniers qui vont passer. Donc, notre pays devrait plutôt être en train de réfléchir sur la création de quais minéraliers. Oui. Et vous avez également, en termes d'agriculture, et ils ont dit, par exemple, ils avaient énormément de bœufs, dont ils avaient besoin d'aller dans ce sens-là. Notre pays devrait être en train de réfléchir comment mettre ces infrastructures à niveau. Il faut qu'on ait des ports qui aient de nouvelles infrastructures. Il faut que les routes puissent être capables d'accueillir tout ça. Non, nous, on est en train de bloquer 30 000 tonnes de gazole. Au lieu de nous projeter pour profiter de ce qui va arriver. Il y a là quelque chose qui est terrible. Parce que pourquoi vous voulez que demain, pourquoi les Centrafricains feront escale à Douala pour aller à Bangui via notre aéroport? Ils vont le faire à Malabo. Et puis ils vont continuer à Libreville. Il faut c'est-à-dire que vous voyez un manque de réflexion stratégique et c'est quelque chose de terrible. Mais ça, c'est propre au régime néocolonial. Et ce néocolonialisme-là, le lendemain matin, les gens vont commencer à vous dire, quand le pays aura perdu tout ça, qu'il faut aller prier. Les gens vont vous demander d'aller prier. Ils vont organiser les messes d'action de grâce. C'est quelque chose qui fait mal. Parce que vous voyez un pays qui a tout pour réussir, qui a tout pour aller de l'avant. Qu'il y ait des sanctions contre la Russie, supposons que l'argument soit formel, qu'il y ait des sanctions contre la Russie, mais que nous soyons le Cameroun, le leader sous-régional de la CEMAC. Messieurs, nous prenons des coups pour la RCA. Parce qu'il n'est pas seulement dit que quand vous êtes leader sous-régional, votre position, c'est le soleil à midi tous les jours. Il y a aussi la nuit, à 2 h du matin. Donc vous prenez les coups, et c'est ça qui rassure le Centrafrique. Qu'ils ont un allié et qu'ils ont un vrai leader à côté. Mais si pour chaque petite chose, le Centrafrique a l'impression que vous n'avez pas la capacité, de les soutenir, de les couvrir, que vous n'êtes pas un ami fiable, il y a un problème. En réalité, d'abord, l'État du Cameroun aurait dû s'assurer que les cargaisons comme celle-là, les 30 000 tonnes, devaient être convoyées par l'armée. C'est-à-dire que le ministère des Transports ne devrait rien avoir à faire là-dedans. C'est un don. C'est une action diplomatique. Ce n'est pas du commerce. Et donc, on peut s'organiser en disant, OK, l'armée du Cameroun, vous convoyez ça. Donc, vous, au ministère des Transports, ça ne vous concerne pas. Ça concerne l'armée, ça arrive au port, on fait les formalités normales au port, mais comme c'est un dédouanement militaire, ça ne concerne pas les douanes camerounaises. Et on fait le dédouanement et on convoie. Et le Centrafrique voit que, ah ouais, mais le grand frère là, vraiment, il sait faire les choses. C'est arrivé, en 2-3 jours, on a déjà le gazole à Bangui. Le Cameroun, c'est ça le pays. Voilà les réactions qu'on attend, mais pas cette réaction d'un ministre qui ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire que des responsables centrafricains qui est dépité, désolé et qui est mal à l'aise. Merci à vous, Dr Yamtimba. On va aller donc au standard, prendre l'avis de nos téléspectateurs à la suite, effectivement, de vos analyses. On va prendre ce téléspectateur depuis la ville de Bertois, au Cameroun. Monsieur Ekan. Monsieur Ekan, bonjour. Oui, bonjour, Madame Manuel Lassiké.
Je salue le panel Chimba et Triple A. Je vais commencer par le sujet d'accueil. Docteur Yam Chimba, il ne faut pas baptiser la question de la religion. Vous savez, le plus grand poison qu'on a eu aux Africains, c'est une religion. Donc chaque fois, je veux dire, on tirer à boulet rouge. Chaque jour, c'est religion. Parce que le combat commence par là. Et je veux dire à des Africains que chaque Africain qui est chrétien ou musulman est un traître pour la. Je vais également faire un petit coup de gueule. Parce que j'ai eu des informations, c'était hier, où j'ai vraiment eu honte d'être chrétien. Comment Macron peut organiser sa comédie? Il perd des photos historiens pour nous raconter ce que nous on connaît déjà. Il y a eu un génocide d'Amilité au Cameroun, il y a eu un génocide Bassa, et la France est pour le fond de ces génocides-là. La France a massacré les Camerounais, on n'a pas besoin de ne pas ce qui est là de ces acteurs, c'est pas moi comme il faut appeler ça. Pour finir, pour le sujet principal, chef Panétique, ne faisons pas dans la situation. Manuel Asekelo demande d'aller questionner les autorités camerounaises. La RCA, c'est amis, nous ne devons pas vite aller en besoin. Ne pense pas que le président Dia peut se permettre de ne sais pas moi comment je peux appeler ça. Mettre en difficulté la RCA qui a été acquise. Ça, c'est impossible, je ne crois pas. Donc, For You Media vous demande de questionner les autorités camerounaises. Peut-être c'est un problème technique, je ne sais pas, mais faites attention. Merci et bonne continuation. Merci à vous, Monsieur Ekan, pour cette perle et ce commentaire, oui. Non. Ok. Merci à vous, Monsieur Ekan. On tient simplement à rappeler, effectivement, que le porte-parole de la présidence centrafricaine lui-même l'a dit, du moins pas de restrictions au niveau des échanges économiques, bien sûr, avec la Russie, qui affecte donc d'autres pays, tels que bien sûr le Cameroun. Et le Cameroun est contraint de se conformer, du moins, entre guillemets, à ces différentes restrictions. Alors, on va rester au standard. Allô? Albert, bonjour. Je pense que on a malheureusement des soucis avec cet appelant. Malheureusement, je ne sais pas si vous pouvez raccrocher et rappeler. Je crois que le réseau n'est pas très bon. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut réessayer au standard? On espère que la communication sera fluide avec le prochain. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour, For You Media. Bonjour, monsieur. Bonjour, Triple A. Bonjour, mon frère Yam. Bonjour. Bon, pour moi, je constate que ce qui se passe avec l'administration camerounaise, vraiment, c'est dangereux pour le futur Cameroun. Parce qu'apparemment, ce gouvernement est en train de tout faire, que le Camerounais passant demain après demain dans un pays de la sous-région sera mal vu par rapport à certaines choses. Parce que ça impacte d'abord psychologiquement. Lorsque nous avons vu dans l'histoire des sanctions russes, la période duquel la Russie avait eu d'abord à commencer avec sa mission spéciale pour dénazifier l'Ukraine. Nous avons vu en cette période, c'est le président Paul Biya lui-même qui est parti en Russie dans la période duquel on infligeait les sanctions à la Russie. Donc je ne vois pas présentement qu'une cargaison russe peut arriver un don russe pour aller en Centrafrique et ça soit bloqué par
les intérêts de certains individus en exposant que parce que la Russie a été sanctionnée, il y a des sanctions russes duquel le Cameroun n'a participé ni de près ni de loin. Donc, je pense que ce problème-ci va être vraiment une catastrophe. Et ça montre vraiment la visibilité à nous, le bas peuple, de comprendre que nous sommes en train d'être, c'est-à-dire on ne veut même pas notre survie, malgré tout ce que nous vivons. On veut vraiment nous détruire totalement. Parce que lorsqu'on va refuser cette cargaison d'aller en RCA, même la population camerounaise qui vit en RCA, ça va les impacter pour la visibilité humaine. Vraiment, c'est ça que je voulais dire ce matin. Je suis Joseph Pascal depuis Douala. Merci. Bon plateau. Merci à vous, monsieur Joseph Pascal, depuis la ville de Douala. Merci infiniment pour cette contribution ce matin. Nous restons au standard. Allô? Ok. Je voudrais dire bonjour, madame. Je vous dis bonjour et puis je dis bonjour à M. Yam et M. Aïssi. Ce que je voudrais dire ce matin, c'est que le Cameroun, le gouvernement camerounais et même le Cameroun tout entier devaient être à l'avant-garde du patriotisme africain au niveau de l'Afrique centrale. Mais je ne comprends pas pourquoi le Cameroun, en tout cas, veut être solitaire seulement, sans s'associer à la Centrafrique et au Tchad. Parce que tout ce qui est en train de se passer en Afrique actuellement, on a l'impression que les dirigeants camerounais ne voient pas tout ce qui est en train de... C'est-à-dire que la manière dont les choses commencent à changer en Afrique. Ils sont sur leur ancien paradigme, sur les choses qui aujourd'hui ne font pas du bien à l'Afrique centrale. Le Cameroun devait être à l'avant-garde de tout ce qui doit changer bientôt en Afrique. Surtout avec les BRICS. Si le Cameroun veut rentrer dans cette organisation, le Cameroun doit poser des actions que ses dirigeants des BRICS doivent voir. Pourquoi un pays aussi grand que le Cameroun peut avoir des dirigeants aussi défectueux? Je ne comprends pas. On fait un don à un pays qui est dans l'interland, qui n'a pas de port. Ouvrez, qu'on appelle, permettez que ces pays-là puissent avoir leur pétrole. C'est tout. Ce n'est pas des sociétés à cause de leur intérêt égoïste. Vous allez bloquer les biens d'un autre pays qui est dans l'interland. Selon la loi internationale, est-ce qu'un pays dans l'interland, on ne doit pas lui permettre d'avoir tout ce qui est des matériels ou bien même tout ce qui est du bien pour ce peuple? Essayez d'être au moins des gens qui soient conciliants quand même. Quand moi j'entends des trucs comme ça, je me demande qu'est-ce que les Africains, comment sont les Africains? Comment sont nos dirigeants africains? Ils sont sur des paperasses, il faut faire des papiers par-ci, par-là, et tout le monde perd dans ça. Le Cameroun va perdre de l'argent. La Centrafrique aussi va perdre de l'argent à cause des petits intérêts égoïstes. Mais attends, il faut arrêter tout ça. Nous sommes des Africains quand même. Nous ne sommes pas comme ces gens-là qui, à cause de leur petit intérêt en Europe ou en chose, vous voyez, ils se réunissent en Europe tout en créant la communauté européenne. Ils sont là. Et puis, c'est nous, Africains, qui ne pouvons pas nous mettre aussi en communauté. Et nous sommes dans des petits pays, là. On est en train de dire des trucs, voilà, des petits leaders.
qui ne font que l'intérêt de ces Européens-là. Arrêtez quand même, attends. Il faut que M. Paul Biya, le président, notre patriarche, prenne la décision de permettre que la Centrafrique ait son pétrole, que la Russie a fait un don. C'est un don, ce n'est pas quelque chose qu'il allait payer, il a fait un don. Il faut la donner. C'est quoi? C'est quoi cette histoire-là? Il faut arrêter ça, mon vieux. Merci beaucoup. Merci à Là, vous. ça ne me fait pas du bien du tout. Hein. Non. Ça ne va pas se passer comme ça. Merci. Merci à vous également, monsieur, pour cet appel. Nous allons au Burkina Faso pour aller retrouver monsieur Issoufou. Bonjour, monsieur Issoufou. Allô? Bonjour, madame. Allô? Oui, madame, je voulais intervenir à l'émission ce matin. Oui. Voilà, je salue d'abord le panel, vous-même, Triple A, le docteur Yang Tiba. Voilà, je voudrais vraiment les remercier pour leur initiative à nous éclairer. Voilà, franchement, ils font beaucoup vraiment pour l'Afrique aujourd'hui. Voilà, donc par rapport à la question des Américains là, c'est que moi je voulais souligner seulement, il n'y a pas de valeur universelle. Voilà, c'est aux Africains de comprendre qu'il n'y a pas de valeur universelle. Voilà, donc bon, c'est ce que le docteur Yang Tiba vient de souligner là. Le problème des LGBT, c'est le problème aux Américains. Ça, c'est pas... En Afrique, ici, nous, on ne connaît pas ça. Voilà, nous, on ne connaît pas ce genre de pratiques-là. Un garçon, c'est un garçon en Afrique. Une femme, c'est une femme en Afrique. Voilà, donc, c'est ce que moi, je voudrais vraiment souligner. Voilà, et les remercier vraiment beaucoup pour leur franc éclaircissement. Vraiment, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, monsieur Issoufou. Merci beaucoup pour cet appel. On revient sur le plateau. Pour poursuivre avec nos invités, on verra peut-être tout à l'heure, on pourra revenir pour prendre peut-être 2 ou 3 derniers téléspectateurs. Le temps de prendre la réaction de nos invités sur le plateau. Monsieur Haïssi, tout à l'heure, en tout cas, on voit, on peut parler de déception dans les interventions, effectivement, des téléspectateurs. Et si on revient justement sur cette thématique, on pourrait penser, d'ailleurs, vous l'avez dit, mais là, ce serait encore un peu peut-être très catastrophique, hein, si effectivement cette décision vient du fait ou alors des actions ou des décisions, je peux me répéter, de certains lobbying. Le docteur Yamtimba parlait de groupes d'intérêt, certes peut-être de la République centrafricaine, mais peut-être aussi du côté du Cameroun. Il a parlé de la lourdeur administrative, peut-être qu'il n'y a même pas eu de décision dans ce sens, mais pour des intérêts personnels, on applique certaines, voilà, on prend certaines décisions qui ont malheureusement un impact sur le plan diplomatique. Je vais reprendre à mon compte deux éléments de langage de Yamtimba. Oui. Le premier élément de langage que je vais prendre à mon compte, c'est l'inconséquence de certains responsables au sein de l'administration camerounaise. Vous savez, une cargaison estampillée colis diplomatique, ça ne devrait pas être au port de douane. Okay. D'abord, du point de vue des rapports de relations qu'entretient le Cameroun avec la Russie et du point de vue des relations que le Cameroun entretient avec la République centrafricaine. De ce point qui est un pays frère soit dit en passant. Donc, et puis, il y a eu un précédent que nous avons tout à l'heure convoqué, l'histoire de la cargaison de 50 000 tonnes de blé en 2023. Décembre 2023, je crois. Donc, il ne faut pas que chaque fois que l'histoire se répète. Oui. Il ne faut pas que l'histoire se répète. Deuxième chose, j'ai le sentiment qu'il y a des luttes. Ce qui se passe au port de Douala, ça peut participer également
des conséquences de lutte de pouvoir. C'est-à-dire, qui peut bien prendre la décision de bloquer une cargaison stratégique, Madame Siké? Il y a un problème, ça veut dire qu'en fait, ça questionne si le pays a encore gouverné. Oui, ça me paraît un peu très dur ce que je dis, mais c'est vrai. Non, le pays est gouverné. On a un chef oui, mais d'État. attends, le pays est gouverné et on vit ça. Oui, Madame Siké, nous avons des rapports assez privilégiés, des rapports privilégiés avec la République centrafricaine. Oui. Nous entretenons, je parle du Cameroun, entretiennent des rapports privilégiés avec la Russie. Tout à fait. Bon, historiquement et factuellement. Bon, de quoi s'agit-il? Et un peu, je donne parfaitement raison à Yamtimba. C'est-à-dire que le président Touadéra sort d'une visite officielle. Oui, en Russie. En Russie. Et il négocie plein de choses. Oui. Et comme un cadeau, le président Poutine lui donne 30 000 tonnes de gazole pour combler le déficit énergétique qu'il a dans son pays. Et puis, lui, il arrive et la cargaison est derrière. Et non seulement c'est derrière, c'est bloqué. Je ne parle pas que ce soit uniquement pour des raisons de procédures administratives. Je crois qu'il y a d'autres raisons en cela. Je pense bien que si nous allons en profondeur d'ailleurs au sein de cette émission, nous allons davantage fouiller. Bien sûr. Nous avons le sentiment qu'il y a une influence, si ce n'est les États-Unis, en tout cas c'est quelques ambassadeurs européens ou français. Et puis l'OTAN, Yamtimba, mais qu'est-ce que l'OTAN a venu foutre dans les relations diplomatiques entre le Cameroun et la Russie? Justement, c'est le problème. L'OTAN, déjà, ce n'est pas une organisation qui a vocation à venir faire des injonctions en territoire africain. Je l'ai dit sur ce plateau il y a 7 semaines. Donc, les bisbilles entre l'OTAN et la Russie ne nous concernent pas. Il ne peut pas venir faire la guerre à la Russie sur le territoire africain. Et nous les laissons là à observer ça, à accepter cela, non. Nous devons absolument, et je le dis et je le répète, nous devons, partout où se trouve cette organisation de mercenaires, nous devons la chasser, l'OTAN. Tout comme il faut absolument dégager Africom, parce que c'est une officine de mercenaires. Africom, c'est des officines de mercenaires qui organisent des coups d'État, des révolutions de couleur. C'est factuel, hein, c'est des choses qui sont vérifiables. Pourquoi est-ce que, c'est une parenthèse, pourquoi est-ce que Africom voit le jour au moment où il y a un projet de création d'une force africaine en attente? C'est quoi? C'est en 2005-2006. C'est-à-dire que les gouvernements africains sont engagés pour lutter contre les menaces asymétriques à créer une force africaine en attente. C'est à ce moment précis que Washington décide de nous offrir notre organisation qui s'appelle Africom et qui est commandée par qui? Par un Américain. Il y a un problème. Et sur le continent africain, c'est-à-dire un truc installé sur le territoire africain qui est commandé par un Américain et qui, sur le papier, a vocation à aider les pays africains à lutter contre les menaces asymétriques. Il y a de l'entourloupe quelque part. Maintenant, pour revenir à la thématique, le Cameroun, j'ai envie de dire, le Cameroun, d'une manière générale, en tant qu'État, ne prend pas au sérieux son rôle de leader sur le papier. C'est ça qui est la question. Parce que, dans le contexte, n'est-ce pas, du projet d'exploitation de fer d'Imbalam, oui, le Congo-Brazzaville a failli détourner le projet. Hein. Oui, si. Le Congo-Brazzaville a voulu détourner le projet pour que ça passe par le Gabon. Il a fallu de très très grosses discussions entre Yaoundé et Brazzaville pour que, à la fin, in fine, il soit établi que ce fer-là sera évacué du côté camerounais par Kribi. Pour les mêmes problèmes, c'est-à-dire de gouvernance, d'inconséquence. Le Tchad était sur le point justement de détourner une partie de ses activités d'importation et d'exportation vers le Soudan. C'est depuis 2015-2016. Maintenant, vous lui sortez notre épisode de Savannah, du scandale Savannah,
En plus, les tracasseries policières sur le chemin, sur le corridor, qu'est-ce qui se passe? C'est pas que tout simplement, comme les nouveaux dirigeants sont dans une dynamique de rupture, bon, ils vont chercher, désormais ils vont passer par la Guinée équatoriale et ça fait un magasin. Ne serons pas surpris qu'il y ait un correctif budgétaire dans les jours prochains par rapport à ce manque à gagner qui va être créé du fait des incongruités de l'administration camerounaise. C'est qu'il y a des questions. C'est-à-dire la corruption. La corruption. Donc nous pensons que, on espère que ce nouvel épisode diplomatique entre le Cameroun et la SCA va connaître un APN au même titre que ça a été le cas avec l'affaire des 50 000 tonnes de blé. Il est encore possible de... Je crois que... Non, on est sur le plan diplomatique, au niveau des relations bilatérales, surtout avec la SCA, tout est possible. Bien sûr. Il est encore possible de peut-être d'arranger les choses. En tout cas, on l'espère. On va, avant de passer la parole au Dr Yamtimba, Monsieur Peter, vous êtes au standard. Allô? Bonjour Madame Siké, Ski Call Center, bonjour Dr Yamtimba et à Monsieur Aïssi. Madame Siké, je garde toujours le même humeur que j'avais le mercredi, parce que je suis trop révolté contre certains pays francophones qui jusque-là n'ont pas encore compris que le vent du changement, comme on dit, l'air du verseau, est l'annonciateur d'un bouleversement géopolitique mondial. Mais je constate qu'il y a encore des pays que j'appelle des pays clés, ceux qui ont la clé de la richesse de la France, qui traînent, soit ils traînent le pas, soit se contentent d'être encore des chiots attachés ou des chiens adultes attachés à une laisse, incapables de prendre leur liberté en main. Et c'est le cas de la Côte d'Ivoire et surtout du Cameroun pour ce qui concerne l'Afrique centrale. Quand je vois ce scandale, je souris un peu, mais en même temps, je suis très énervé parce que je peux faire deux hypothèses. La première hypothèse que je donne, c'est que soit c'est volontairement que ce que a dit M. Aïssi, ce qu'il appelle la junte administrative, qui veut faire couler le bateau BIA, et peut-être un plan B avec leur patron de l'extérieur, soit c'est carrément une forme d'incompétence intellectuelle et administrative de cette équipe d'Alibaba là, qui ne font que faire descendre le Cameroun au plus bas niveau de développement, alors que c'était quand même un pays avancé, hein, quoi qu'on dise, dans les années 80. Et au détriment vous voyez les journaux télévisés des chaînes nationales, le Cameroun gère. En fait, c'est ce qu'ils sont en train de nous faire croire, que gère l'administration camerounaise, travailler, aller conduire vos motos, aller faire ceci, cela, nous on gère. Ben, je pense que toute chose a une fin. Et ce qu'ils sont en train de faire, je pense qu'ils sont en train de pousser le bouchon très, très loin. Le cas de RCA ou le cas de Tchad démontre tout simplement qu'il y a une junte administrative qui n'a jamais voulu la réparation de la Sonara parce que les importations de pétrole, des petites quantités, hein, parce que j'ai travaillé sur de tels dossiers, on m'a mis de côté pour me dire, laisse ça, ça te regarde pas. Ça, c'est une affaire d'un groupe d'amis. Alors, si tu veux rentrer dedans, on va te détruire. Donc, j'ai compris que le Cameroun souffre d'une sorte de plaie incurable, mais qui peut bien sûr être guérie, hein. Une plaie incurable parce qu'elle refuse d'aller voir les bons médecins. Elle préfère se contenter de mettre juste un sparadrap sur cette plaie et faire croire à son corps que tout va bien alors que c'est en train de ronger. Peut-être qu'un jour, on va lui amputer le pied et c'est pas loin d'arriver. Donc, c'est pour ça que cette junte administrative se permet de se sucrer par rapport à ce commerce que je peux appeler au noir, pour ne pas réparer cette raffinerie qui puisse permettre quand même au Cameroun de souffler un peu quant au coût de la consommation et qui va impacter également sur le coût de production de certaines usines, y compris pour ce qui concerne les pays d'interland comme le Tchad et la SCA. Je vous dis, Madame Siké, quand on explique ce que j'ai écouté de la part de vos invités, on constate qu'ils s'en foutent éperdument de ce que ça va donner. Alors ça, je suis certain que le président Biya n'est pas au courant de ça. Parce qu'on fait tout pour l'écarter de ces choses comme ça.
Et eux, je vais dire, cette jeune travaille dans l'ombre, et puis c'est quand ça commence à brûler, que l'odeur arrive jusqu'à son palais ou son village, on essaie de maquiller et on trouve des solutions, comme l'affaire du scandale Savannah qui avait eu lieu il y a 1 an ou 2, je ne sais plus trop exactement. Donc vous voyez, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Eh bien, s'il continue comme ça, comme a démontré M. Yamtimba, eh bien, qu'est-ce que ça coûte au Tchad ou à la SCA de contourner le Cameroun et allonger leur chemin par rapport aux dépenses qu'ils effectuent lorsque leur camion arrive au Cameroun? Ben, ils disent qu'ils préfèrent carrément contourner puis aller au port de Malabo que de s'offrir le mardi pour avoir un produit et faire payer ça à son peuple. C'est incompréhensible. Et pourtant, comme je vous avais dit le mercredi, on nous parle de CEMAC. Excusez-moi, mais c'est une bande de voyous qui sont là, qui s'enrichissent illicitement au détriment de peuples. Quand je dis des peuples, je parle des pays, des peuples membres de la CEMAC. Sinon, cette CEMAC, elle ne vaut même pas la peine. Franchement. C'est-à-dire que tout est à refaire. Maintenant, je vais aller sur Donald Trump. Quand je regarde le discours de Donald Trump par rapport à ce qu'il a dit sur l'Église, eh bien, il faut comprendre que l'Église n'est même plus cette maison chrétienne qu'on voit, mais elle est une entité géopolitique. La preuve, M. Donald Trump a pris des risques et périls pour un mandat de 4 ans qui peut lui coûter très cher à cause des décisions qu'il est en train de prendre. Surtout, ce qui atteint le wokisme, en parlant de transgenre, de LGBT, etc. Et surtout, je dis bien, de la guerre contre la drogue qu'il a déclarée. Et ça, c'est une partie du Deep State qui s'enrichit illicitement avec la DEA, dans laquelle certains administrateurs américains trouvent leur part du gâteau et financent le Parti démocrate, vous voyez, et même le Parti républicain aussi. Donc, lui, il vient comme, même s'il porte le casque de républicain, il vient comme un nettoyeur. Mais je dis, quand tu fais le nettoyage, il y a quand même des effets secondaires. Hein. Peut-être que tu as respiré des produits toxiques qui vont peut-être détruire ton corps. Mais c'est exactement ce qui va se passer dans son mandat. Sinon, nous, ça ne nous regarde pas. Mais si on veut faire une analyse géopolitique, on comprend qu'il allait toucher du doigt là où ça fait mal, c'est-à-dire l'Église. L'Église demande une miséricorde par rapport à quoi? Lui, il s'appuie sur ce que l'Église elle-même a laissé comme héritage, c'est-à-dire le Bible. Donc, comme le Bible ne dit pas ça et qu'ils viennent en contradiction, donc lui, il trouve qu'il y a une anomalie là-dedans. Voilà pourquoi il dit que lui, il est inconcevable qu'on lui demande miséricorde pour façonner des écritures saintes. Donc, voilà un peu dans quoi M. Donald Trump s'est mis. Souhaitons le bon courage, hein, qu'il puisse terminer les 4 ans sans avoir reçu une balle, parce que ceux-là, je parle de l'Église, hein, quand vous commencez à toucher leurs intérêts, eh bien, ils s'arrangent toujours à vous faire disparaître. Je m'arrête ici. Merci beaucoup, For You Media. See you soon. Bye. Merci également à vous, Monsieur Peter. Merci beaucoup pour cette contribution. Ce matin, nous allons rester au standard et nous allons accueillir Monsieur Talo Talo depuis la Suisse. Allô? Allô, Talo Talo, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. Alors, j'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. D'accord. Alors, bonjour le plateau. Bonjour Dr Yam, bonjour Troisa, bonjour la princesse Sike et bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Le thème, vraiment, ça m'a touché. Je ne pouvais pas rester comme ça. Vous voyez, le blocage du pétrole, du gazole, qui est un don de la Russie à la République centrafricaine, au Cameroun, c'est encore une preuve qui nous montre que la guerre qu'a lancée l'OTAN en utilisant l'Ukraine contre la Russie, en fait, en réalité, c'est une guerre qui est destinée contre l'Afrique. C'est ce que j'ai l'habitude de le dire ici. C'est de détruire la Russie, affaiblir la Russie, qui continue d'aider l'Afrique à prendre toute son indépendance totale des Occidentaux. Et comme ça, ils peuvent vraiment disposer de l'Afrique contre leur main. Pourquoi je dis ça? Et pourquoi je dis que c'est une preuve? Le don qu'a fait la Russie à la République centrafricaine
C'est un don pour aider la population à résoudre ce problème-là déjà énergétique et baisser les coûts à la pompe du carburant. Donc, c'est-à-dire pour améliorer la situation des populations, les sortir un peu de la misère. Et le fait de pouvoir bloquer ce pétrole, eh bien, c'est de pouvoir dire on sanctionne la population parce que c'est ce qu'ils cherchent au fait les Occidentaux. C'est de pouvoir essayer de pouvoir faire en sorte que les populations africaines restent toujours dans la misère. C'est vrai, je prends tout ce qu'ont développé Dr Yam Timba à mon compte, vraiment c'est très bien, et aussi tout là. Mais moi, je vais au-delà du Cameroun parce que le Cameroun, c'est vrai qu'il y a un détail là-dedans. Le Cameroun, on a utilisé le Cameroun déjà sur plusieurs points, c'est-à-dire sur là, ces acteurs-là qui ont bloqué, qui auraient bloqué. On a utilisé le Cameroun, ces acteurs-là, pour pouvoir les opposer le Cameroun, la RCA, mais en faisant souffrir les deux populations, la population centrafricaine d'une part et la population camerounaise de l'autre part. Mais ce que nous devons voir, c'est qui a pris la décision. On a dit que la décision est basée sur les sanctions que les Occidentaux ont posées sur la Russie. C'est par rapport à ces sanctions-là qu'on a dit que le pétrole ne doit pas continuer son chemin pour arriver à la population centrafricaine. Mais je vous rappelle, nous rappelons une chose. Il y a ces sanctions sur les hydrocarbures russes, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça a empêché l'Union européenne de continuer d'acheter le gaz russe jusqu'à ce que l'Ukraine puisse couper le lien? Est-ce que ça a empêché, en particulier le gaz, ça a empêché l'Union européenne de continuer d'acheter le pétrole russe? Vous comprenez déjà, non? Vous comprenez que c'est l'Afrique qui est visée derrière. Je rappelle encore qu'il y avait l'histoire de céréales que a rappelé Kwaza et Dr Yam Timba. Mais quand la Russie avait fait le don de céréales à l'Afrique, ils avaient bloqué, n'est-ce pas? Mais s'ils avaient bloqué pour dire que c'est des sanctions, soit ils les bloquent, mais ils ne les utilisent pas, ou ils les renvoient à la Russie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détourné pour bouffer. S'ils avaient pu intercepter le bateau en mer, je vous assure, ou sur l'océan, je vous assure qu'ils auraient fait repartir la cargaison qui a amené le pétrole là en Europe pour l'utiliser. C'est parce que ça leur a échappé que c'est arrivé au Cameroun et que c'est quand le président Touadéra a pris la parole en Russie pour dire que je remercie le président Poutine pour pouvoir nous faire don de ça et qui est en acheminement. C'est là où ils se sont mis maintenant à chercher où ça se trouve. Malheureusement, pour eux, c'est arrivé au Cameroun déjà. Mais je rappelle une chose. On a dit toujours ici que le président Touadéra n'a toujours rien fait pendant les 10 ans. Et c'est le moment maintenant pour démontrer qui bloque qui. En ce moment où ils viennent de bloquer la cargaison du pétrole qui aurait dû aider le peuple centrafricain pour améliorer sa situation, sur le terrain, vous avez l'Union européenne en Centrafrique, vous avez le FMI en Centrafrique, vous avez la Banque mondiale en Centrafrique, vous avez leurs ambassades, tout ça en Centrafrique. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont auprès de la population pour les manipuler, pour leur dire qu'ils sont là pour eux. Vous voyez la haute manipulation? Auprès de la population, ils les manipulent pour leur montrer qu'eux, ils sont là pour eux, ils les aident à vivre mieux. Mais vous voyez qu'en amont, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui devaient donner l'indépendance à cette population, ils bloquent. Et qu'est-ce que doivent faire les autorités centrafricaines? Les autorités centrafricaines doivent communiquer auprès de la population, pas au nom du Cameroun, parce que le Cameroun, ce n'est qu'un détail là-dedans. Communiquer auprès de la population. Les Occidentaux ont bloqué ce que nous devons retrouver, on nous a donné pour que nous vendons. Parce qu'il faut le vendre pour pouvoir utiliser l'argent, pour pouvoir continuer à faire autre chose. Ce que nous devons, on nous a donné comme don pour pouvoir vous vendre moins cher et pouvoir baisser le prix du carburant. Ce sont ces ambassadeurs là-bas qui ont bloqué. Il faut que les ministres centrafricains prennent leur courage en main et il faut que les partis politiques, s'ils sont vraiment africains et centrafricains, c'est le moment qu'on doit les voir sur le terrain, de dire à la population que l'UNICEF qui est auprès de vous, la Banque mondiale qui est auprès de vous, qui vient auprès de vous, le FMI qui vient auprès de vous, eh bien, en fait, ils viennent juste pour vous tromper. Parce que c'est eux qui ont bloqué ce qu'on nous a donné. J'ai l'habitude de dire, moi, quand ça ne va pas, de dire la vérité à toi, quand ça va, de dire la vérité aussi. Quand ça ne va pas, je dis, oh, il y en a qui m'attaquent. Mais quand ça va et que je le défends, il y en a qui disent, il est pro Touadéra. Aujourd'hui, je vais être pro Touadéra.
Pendant 10 ans, on a dit que Touadéra n'a rien fait. Pendant le premier mandat, on a vu tout ici que pendant le premier mandat, il n'avait pas d'armée. C'était les Occidentaux qui dirigeaient la RCA avec leurs terroristes. Le président Touadéra était obligé de faire appel, d'aller négocier avec les terroristes à Khartoum et d'accepter même des ministres qui sont terroristes dans le gouvernement parce qu'il n'avait pas d'armée, il n'avait pas le choix. Jusqu'à ce qu'il a eu l'intelligence d'aller voir la Russie pour venir chasser les terroristes. Pendant le deuxième mandat, vous savez ce qui s'est passé? Il y a des grands projets en Centrafrique. Moi, je suis allé, j'ai vu demain le plan, les documents de mes propres yeux, des grands projets de construction de nouvelles villes, des infrastructures. Et la SCA, par exemple, le ministre Bida que je connais, je parle de lui parce que c'est lui que j'étais en contact le plus souvent, il parcourt le monde pour aller chercher le financement. D'autres ministres le font aussi, je ne dis pas. Le ministre, par exemple, des armées, qui est un grand fils de l'Afrique aussi, d'autres le font. Ils sont partis, ils ont cherché des financements. Vous savez, à chaque fois quand ils arrivent, un bailleur de fonds veut lui prêter de l'argent, eh bien, c'est encore les Occidentaux qui bloquent pour pouvoir qu'on prête de l'argent à la RCA pour pouvoir dérouler ces projets et pouvoir améliorer la vie des situations. Les mêmes, les UNICEF, les mêmes, la Banque mondiale, le FMI, qui sont sur place et qui manipulent la population, c'est les mêmes, et la France, les autres. Malheureusement, on a perdu M. Tallo. Merci en tout cas, Tallo, d'avoir participé ce matin. Merci pour cette intervention. Nous revenons donc sur le plateau et on poursuit avec vous pour les quelques minutes, Dr Yam Timba. Si on s'en tient justement à l'analyse ou aux commentaires de Tallo, il pense que cela va au-delà. Le Cameroun n'est qu'un, du moins, c'est le petit problème, hein, voilà, dans cette affaire. Il faut aller au-delà. Et lorsqu'on revient de manière générale sur tout ce qui a été dit ici sur le plateau, M. Haïssi parlait justement de junte administrative. Et on a souvent, certains analystes disent souvent, l'entourage du président de la République du Cameroun serait aussi un réel problème. Cette junte, si je peux dire, cette administration qui ne fait pas, en tout cas, qui n'aide pas le président Paul Biya lorsqu'on voit justement ces contradictions. On sait que les relations entre le Cameroun et la RCA sont au beau-fixe. On l'a dit ici, le Cameroun et la Russie sont au beau-fixe. On reconnaît en novembre dernier, il y a d'ailleurs eu cette rencontre ministérielle entre cette délégation du Cameroun qui est allée du côté de Sochi, bien sûr, en Russie. Il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises entre les deux pays. On a rappelé également la position du Cameroun en ce qui concerne les sanctions internationales contre la Russie, d'où cette contradiction aujourd'hui qui interroge et qui impose effectivement qu'il faudrait certainement trouver les responsables derrière cette affaire. Deux choses préalables. Nous sommes au Cameroun. Oui. J'aime beaucoup l'argent au Cameroun. Et j'ai regardé cette affaire, je l'ai retournée, et je me suis dit, si ces 30 000 tonnes de gazole étaient vendues au Cameroun, ça représenterait quoi? Vous pensez qu'on peut arriver à détourner ces gazole? Non, je ne crois pas qu'il y ait je doute fort qu'il y ait un projet de détournement, mais je crois que ça sent beaucoup d'argent. Et donc les gens pourraient avoir, il ne faut pas leur prêter des intentions. Les gens pourraient avoir envie d'appliquer le mapartisme de feu le professeur Mononjana. Où est leur part? Un don. Et? C'est ça, un don quand même. Et quoi? Quand des meuniers disent qu'on leur vend plus cher et tout ça là, vous croyez que c'est quoi? C'est que leur part là-dedans, c'est quoi? Vous êtes Camerounais, il faut analyser les choses en Camerounais. Si vous prenez la valeur de cette cargaison au niveau du Cameroun, ça fait à peu près 30 milliards. Vous êtes autour de 30 milliards de francs CFA, c'est à peu près 35 millions de litres. Vous êtes autour de 30 milliards de francs CFA. Si ça devait se vendre, donc les gens regardent 30 milliards qui passent comme ça là, et ils disent non, ouais, notre part là-dedans, c'est combien?
Ça peut être une première chose. Et si vous allez en RCA, c'est une valeur qui va tourner autour de 40 milliards. Et pour transporter ça en RCA, vous avez besoin d'à peu près 1200 rotations de camions. Et ça va vous coûter entre 3 milliards 6 et 8 milliards 4. Bon, ça c'est pour les transporteurs, les frais pour les transporteurs. Donc les gens ont certainement dû voir plein de milliards qui se baladent là. Ils se disent, mais dis donc, attends, entre 3 milliards 6 et 8 milliards 4 pour transporter, là-bas chez eux, ça va coûter dans les 40 milliards, la valeur sur le marché. Il faudrait que quelque chose soit fait. Et donc, vous avez ces éléments. Moi, je donne seulement les éléments. Hein. Après, les gens peuvent évaluer ce que ça représente et quelles peuvent être les tentations éventuelles qui pourraient naître. Vous avez l'autre aspect, c'est que nous sommes en année électorale au Cameroun. Et le fait que nous soyons en année électorale, certaines personnes ont envie de donner des gages à un certain nombre de leurs parrains. Les gens peuvent se dire, il peut y avoir deux choses. On déstabilise le régime, c'est l'armée invisible qui lutte contre son propre pays. On déstabilise le régime, on crée une crise diplomatique de cette sorte-là, ça affaiblit le parti qui dirige. Les gens peuvent se dire aussi, menant cela, nous allons nous constituer en alternative. C'est-à-dire que dans le cadre de ce qui est en train de se passer, nous nous appuyons sur le fait que le régime est en difficulté. C'est des luttes internes, hein, c'est pas différents partis, c'est à l'intérieur du même parti qui dirige. Et donc, une faction peut commanditer une telle action pour pouvoir se positionner comme l'alternative la plus crédible aux yeux des Occidentaux. Nous ne sommes pas d'accord. Sincèrement, nous sommes avec vous, nous appliquerons les sanctions ou nous ferons savoir qu'il y a des sanctions contre la Russie et tous ceux qui sont les petits amis de la Russie. Et donc, du coup, en réalité, c'est avec nous que vous devez discuter. Nous sommes vos interlocuteurs. Surtout qu'avec l'arrivée de Donald Trump, qui ronronne quand même beaucoup, oui. Un certain nombre d'Africains, en réalité, vous ne comprenez même pas très bien leur sympathie pour Donald Trump. Vous ne comprenez pas davantage l'antipathie de certains pour Donald Trump. Vous avez simplement le sentiment que chacun est soit contre ou pour. Quand vous demandez les arguments, vous ne les voyez pas. Et vous pouvez donc avoir un certain nombre qui vont dire « Ah oui, on se souvient des épisodes de Tibor Nagui qui en voulait particulièrement au Cameroun. Et il faut qu'on se pose comme alternative, comme étant les vrais interlocuteurs, les bons interlocuteurs pour ces gens-là. Parce que les gens font le calcul que l'Europe affaiblie devant la triple menace, ou si vous voulez, la triple dépendance qu'elle affiche aujourd'hui face aux États-Unis, à savoir la dépendance au complexe militaro-industriel des États-Unis, la dépendance aux technologies américaines et la dépendance à l'énergie américaine. Les gens se disent l'Europe va certainement se ranger. Et si l'Europe se range, ça veut dire que le bloc occidental va se reconstituer et certainement se consolider. Donc, il faudrait qu'il y ait des factions à l'intérieur du parti dirigeant au Cameroun qui puissent se poser en alternative au président actuel, qui lui tourne le regard vers la Chine et la Russie depuis un certain temps et qui a signé des partenariats stratégiques avec eux. Ne sous-estimez pas la capacité des Camerounais à faire du cynisme politique. Le cynisme politique, ça existe beaucoup. Si vous vous souvenez tout simplement que Oumiobe Moumié et Wandje sont décédés, vous comprenez qu'on est au cœur du néocolonialisme. Et donc, il peut y avoir du cynisme politique ici, qui est piloté tout simplement à partir des capitales de l'OTAN. Parce que vous avez quand même le fait que les gens ont des parrainages, les gens sont dans des loges de ci et de ça, les gens ne disent pas clairement s'ils sont pour ou contre les affaires dont on parlait à un sujet d'accueil là et pour lesquels Donald Trump lui il a été clair, sur lesquels il a été clair. Les gens ils parlent du bout des lèvres ou parfois ne disent jamais rien. Mais et c'est des indices pour dire une telle action comme le blocage de ce don de gazole offert par la Russie au Centrafrique, eh bien les gens peuvent l'utiliser effectivement pour mettre le régime à mal.
ce ne sont pas des opposants, ce sont des factions qui peuvent estimer à l'intérieur du système, à l'intérieur même du système, à l'intérieur là du régime, que leur temps est aussi arrivé. Et que cette affaire qui consiste à vouloir tirer le pays vers les BRICS, vers la Russie, vers la Chine, et ils ne partagent pas ce point de vue. Ils pensent que le pays doit rester dans le camp néocolonial, dans le camp occidental, et donc tout ce qui concerne les problèmes dans les relations avec la Russie, ils vont frapper fort. Ils l'ont fait avec les navires. Systématiquement, ils ont dit que oui. Vous lisez, c'est le ministre qui disait que oui, chaque fois que nous sommes informés, tout de suite, on résilie, on annule tous les documents d'immatriculation. C'est les mêmes gens qui, vous avez vu le comportement pendant l'épisode du blé. C'est les mêmes gens. Vous avez certainement suivi le dossier de réhabilitation Sonara avec un partenaire russe. C'est les mêmes gens qui, en réalité, aujourd'hui, peuvent être effectivement à la manœuvre avec cette cargaison, disons ce don de gazole. Nous devons simplement dire à tout le monde que les équations personnelles n'aident pas. Ce qui nous aide, c'est l'équation collective. Parce que l'équation collective résout toujours les équations personnelles. Mais une équation personnelle n'a jamais résolu l'équation collective. Et en général, quand c'est le groupe, le peuple, le collectif qui est fort, les individus peuvent être forts. Quand on a quelques individus forts, oui, ça n'a jamais permis au collectif d'être fort. Et ces individus finissent par sombrer. Faute de soutien, faute de relais de leur force. Et je crois que dans la situation actuelle, si des négociations sont engagées avec le Centrafrique, il vaut mieux que ces négociations, comme disait ici, connaissent aussi un happy end ou une happy end, je ne sais pas comme end en français c'est la fin, que ce soit une fin heureuse oui. et que de cette façon-là, nous maintenions nos relations dans le cadre de ce qui se fait. Mais je finis en disant une chose simple. Cela nous donne encore plus de pertinence pour l'initiative des 10 000 dirigeants panafricanistes. Il nous faut des dirigeants panafricanistes parce que eux, ils comprennent et ont intégré les enjeux qui font que le Centrafrique, le Cameroun ne devrait pas considérer le Centrafrique comme un simple pays étranger. Le Cameroun doit considérer le Centrafrique comme le pays grâce auquel lui-même il est en sécurité. Parce que si le Centrafrique sombre, le Cameroun sombre. Et c'est pour ça que vous voyez tout de suite l'idée d'une fédération de l'Afrique centrale est quelque chose d'extraordinairement pertinent et qui de plus en plus apparaît comme étant urgente. Merci à vous, Dr Yantimba. Merci une fois de plus à M. Aïssi. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis de bout en bout depuis le début de cette émission. Merci à l'équipe technique qui s'est mobilisée pour la réalisation de cette autre édition de For You Matin. C'est donc la fin. On vous souhaite une très belle matinée. Restez en compagnie de nos programmes. On se retrouve demain pour la dernière de cette semaine.